pour tout ce qui touche, on va dire, aux évolutions. Donc une fois qu'on a monté, en fait, on a créé nos premiers composants, on a fait notre documentation, on a fait voilà tout ce que vous avez cité, toutes les étapes. À partir de là, on met à disposition donc ces composants qui vont être consommés par des designers slash développeurs. On insiste bien sur l'inclusivité. Comment est-ce qu'on fait progresser tout ça? Il y a une question de Willy du coup qui dit quelle est votre stratégie de filtrage des retours de vos besoins utilisateurs, designers ou dev? Comment est-ce que vous faites en fait pour prendre du coup tous ces besoins et est-ce qu'il y a un système de ticketing ou comment ça se passe et comment vous actez et mettez en place toutes ces évolutions? Ouais, bah, je peux commencer parce que ça se passe plutôt côté design en Ouais, premier. je vais partager l'écran comme Ouais, ça. vas-y, Ouais, je mets ton écran. Vas-y, carrément. et je te Vas-y, laisse parler, Simon. Vas-y. vas-y. Ouais. Alors du coup, pour répondre à ta question, donc nous, on est positionné sur GitHub. Pourquoi? Parce qu'on a open sourcé notre solution, qui est Ouais, disponible pour tous. Et du coup, ben, dans la même logique, puisque tout le monde peut l'utiliser, il faut que tout le monde puisse contribuer et puisse remonter des problèmes. Il y a une idée reçue qui dit ça vient d'être fait, il n'y aura pas de souci. C'est faux. Il y aura plein de runs, c'est sûr et certain. En gros, l'idée, bah, comment ça se passe? Je suis designer ou développeur, peu importe, et j'ai un problème avec quelque chose que j'ai pu observer sur le design system. Je vais venir sur GitHub, je vais venir ouvrir une issue. Voilà, ça marche pas. J'ouvre une issue, ça marche pas. Et ensuite, je suis un template qui est disponible sur GitHub. ok, Je viens préciser un petit peu où est-ce que j'ai pu observer le bug, donner des comportements qui me semblaient bizarres, ce que moi je m'attendais à voir et pourquoi je m'attendais à le voir. Ça, c'est ouais, important aussi. Pas simplement l'avis de chacun, mais de se dire, bah, normalement, ça devrait faire ça. Regarde, quand je clique sur un bouton sur un autre site, ça fait ça, pas chez toi. Et ensuite, ça va venir tout simplement ouvrir un ticket alors, c'est pas encore notre backlog, mais en gros, un énorme sac de tickets qui est présent dans notre board, qui est lui aussi tout autant disponible pour chacun. Et ensuite, se lance une phase de grooming. On fait ça une fois par semaine. L'objectif, c'est quoi? C'est de réunir des membres de la core team et de discuter un petit peu de tout ce qui peut arriver dans notre outil. Donc voilà, c'est la colonne qui est tout à gauche. Alors là, bah, vous ne nous croirez pas, c'est plutôt vite parce qu'on a beaucoup de builds et on a fait beaucoup de runs ces derniers temps. Mais ce qu'il faut voir normalement à gauche, c'est j'ai des problèmes avec ça, j'ai des problèmes avec ça, j'ai des problèmes avec ça. Donc le ticket est dans New, c'est stricto sensu ce que vous avez vu juste avant, mais complété. Et ensuite, ben, la core team va faire rentrer cette issue, donc ce problème, dans la backlog. On va pouvoir en parler, statuer sur le problème, donc se dire, bah, ok, c'est un designer qui demande une évolution d'un composant, qui a observé un problème d'accessibilité, un bug, un comportement qui n'est pas normal. En gros, on va se poser la question de est-ce qu'il faut le traiter? Oui, non. Et si oui, avec quel niveau d'urgence? ok. En gros, c'est un peu ça. On qualifie le problème. Une fois que c'est fait, on va se mettre d'accord tous ensemble sur le gros de la solution. Donc, se dire, bah, ok, ce truc-là, en fait, ça devrait ressembler à ça et on va le corriger plutôt comme ça. Et une fois qu'on a qualifié ça, on passe le ticket en ready to design. Ce ready to design, c'est en fait les issues qu'on traite avec la core team ou les contribs design du produit. Le designer prend le ticket, s'il est concerné, il commence à travailler, il fait les modifications sur la librairie, il fait la modification sur la documentation. Alors on essaye de tracer au maximum. Souvent, là, c'est un problème qu'on a eu dernièrement qui nous a demandé beaucoup d'investigation. C'est très très long. Mais en gros, On il y a eu cherche un des contribs. Ouais. Il y a eu un problème sur un de nos assets, sur une librairie. On cherche le problème, on émet des hypothèses, on trouve une solution, on propose une solution. D'accord. Un designer fait le job ou on le fait collégialement, peu importe. Et à la fin, il y a une review. C'est-à-dire que, en gros, la branche, elle est envoyée à d'autres designers pour vérifier le travail qui a été fait. D'accord. C'est le design review. Le design review, ça veut dire que, bah, par exemple, Marie Delattre, qui travaille avec nous sur le projet, va récupérer ce que j'ai pu proposer et vérifier que tout ce que j'ai pu proposer respecte les règles, fonctionne, corrige le problème, etc., la documentation, etc., etc. Et une fois que c'est fait, elle le valide. On peut considérer que le ticket est terminé. On va merger le travail qui a été fait sur nos masters. Donc, ça va être un merge sur les librairies design, potentiellement les correctifs qui sont acceptés sur la documentation. Et ensuite, tout ça, bah, c'est posé en ready to dev. Et ensuite, D'accord. ça arrive côté développeur. Et à Et c'est partir de là là, du que coup, c'est les devs qui prennent la main, quoi. exactement, en fonction de Ouais. la plateforme. Ouais, parce qu'après on split, on a différents repos. Donc là, le repo, c'était Vitamin Design et après, en fonction des labels, en fait, on va venir créer des issues de dev au sein des repos enfants Ok. et du coup, après, on a une feature qui s'appelle, qui est sortie il y a pas longtemps sur GitHub en bêta, c'est la feature checklist qui permet, en fait, à partir d'un ticket parent, de lister des tickets enfants et si les tickets enfants se close, ça va venir automatiquement cocher la checklist du ticket parent. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez galère à tracer, mais on a aussi pas mal de GitHub Action maintenant de plus en plus qui arrivent pour, faire passer les tickets. On a aussi moyen avec GitHub de gérer notre workflow. Par exemple, quand une pull request est émergée, alors on met le statut add-on. Quand il y a un nouvel issue qui arrive, alors elle passe au statut new, et cetera. Enfin, c'est Hmm. vraiment pas mal, donc tout ça, ce qu'on vous montre, l'outil derrière, c'est GitHub Project, mais la nouvelle façon de faire, parce qu'il y a Project classique et là, c'est les nouveaux GitHub Project. Mhm.
et dedans, on utilise des workflows pour pouvoir gérer quelques automatisations et puis, bah, on a plusieurs repositories aussi comme, disait Simon. Donc au niveau du dev, bah, après, bah, du coup, c'est assez lourd, du coup, à regarder quand on est développeur et sachant qu'en plus les développeurs généralement, la plupart du temps, on est soit développeur sur le web, soit Android, soit iOS. Donc on a fait des vues filtrées, en fait, avec le même outil. Donc là, en fait, justement, on met simplement repo decathlon vitamine web et du coup, à un contributeur web, on lui dit plutôt de sauvegarder ça dans ses bookmarks plutôt qu'aller sauvegarder le global board. Après, s'il est intéressé pour regarder ce qui se passe avant, il y a pas de souci. Mais nous, on a fait des vues filtrées qui permet aux développeurs web d'avoir uniquement, bah, ce qu'il y a à faire, ce qui est en train d'être fait et ce qui est en train d'être review et ce qui est fait. Alors on clean, ça c'est tous les jours, c'est clean, hein, le done, je vous rassure, on fait pas rien. Mais voilà, en fait, en gros, on a fait ça pour simplifier et pareil, on a splitté, en différents labels, build et run aussi parce que, voilà, quand on doit manager aussi le fait que est-ce qu'on se met sur du run ou du build, bah, du coup, maintenant, on a le moyen de le faire grâce au label GitHub. Ok. La petite fin, en gros, de tout ce travail, c'est quoi? C'est de déployer. Donc, ça veut dire qu'on distribue les correctifs ou les améliorations, on appelle ça comme on veut. Alors, côté design, ça se fait directement à travers Figma. On essaye d'éviter, tu vois, là, c'est du product management pur et dur, voire enfin, c'est de la logique logicielle. Ouais. C'est d'éviter au maximum les breaking change parce qu'on a des consommateurs qui utilisent nos composants et qui n'ont pas du tout envie d'arriver un mercredi matin et de se rendre compte qu'en fait tous les boutons sont pétés dans leur produit. En gros, on manage et le risque et la capacité à simplement récupérer une mise à jour et à ne pas casser ce qui est en production côté design. Côté code, c'est la même logique. Et ensuite, le petit truc un peu cool et qu'on encourage toujours, c'est de remercier ceux qui ont contribué via le Slack, via une newsletter, faire apparaître les noms de tous ceux qui ont pu contribuer, mettre le changelog et distribuer une nouvelle version de la documentation parce qu'en fait les librairies ont changé et donc il faut que la documentation évolue pour suivre tout ce qui a été changé concernant les comportements. Donc voilà, c'est ensuite une fois que tu déploies, c'est de la communication et de la traçabilité pour bien informer tout le monde que bah attention, ça a changé les gars quoi. D'accord. Et alors, Voilà. une question, moi je me souviens notamment quand Ronan nous avait formé, c'était une question qui était ultra ultra importante. Déjà merci, parce que là vraiment on a vu tout le workflow voilà, brosser de façon assez rapide, c'est plutôt cool, on a une bonne vision. Je me souviens que Ronan nous avait parlé, nous avait fait un chapitre dédié sur la partie nomenclature des composants, nomenclature que ce soit au niveau dev ou au niveau design. Est-ce que vous pourriez rapidement déjà peut-être définir pourquoi c'est un enjeu et voilà, comment vous fonctionnez pour nommer typiquement vos composants? Ouais, la nomenclature, en fait, ça s'apparente à la taxonomie. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément le terme, c'est le fait de nommer les choses, tous, nous, humains, de la même manière. Alors, il y a une petite blague qu'on aime bien faire, c'est que côté design, on constate que souvent, un même composant, il a 10 noms différents auprès de 10 designers différents. D'accord. Et c'est encore plus vrai quand on travaille sur du cross-platform. J'ai encore vécu l'exemple ce matin, on parlait de drawer, de navigation drawer, de side menu, de burger menu. Bon, alors, voilà, ça va dans tous les sens. Et pour autant, à la fin, c'était la même chose. Donc, la nomenclature, c'est quoi? C'est le fait de définir une règle pour appeler un chat, tu m'excuseras l'expression, mais c'est Ouais, ça. ok. C'est dire un bouton, c'est ça, une navigation bar, c'est ça, segmented control, c'est ça, un badge, c'est ça ressemble à ça. Comment on fait ça? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de règle, hein. C'est plutôt notre groupe et notre collectif qui a essayé de faire ça en bonne intelligence. Et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, je trouve. En fait, on se met autour de la table. On met autour de la table des designers, des développeurs de différentes plateformes. On montre le composant et ce qu'on dit, c'est bah, déjà, est-ce que ça existe dans vos plateformes? Et si oui, comment est-ce que ça s'appelle? Et à partir de là, on commit et on se dit, bah, ok, moi j'appelle ça un badge, moi j'appelle ça un badge, moi j'appelle ça une notif, moi j'appelle ça un badge. Bon, bah, 4 contre 1, visiblement, est-ce que ça te pose problème si on appelle ça Ouais, notif? ouais. Oui, non. Oui, ça me pose problème parce que moi, notif, dans mon système, ça s'appelle autrement. Ah, bah, il va falloir trouver une solution. Et si sinon ça pose pas de problème, bon bah très cool, l'adoption elle est faite. On essaye de faire ça au maximum. Et quand on est sur des composants qui ont des noms différents, mais qui ont aussi du look and feel différent à travers leur propre plateforme, bah, on respecte les plateformes, tout simplement. Tu vois, le segmented control versus, je sais pas moi, le tab, on va respecter qui existe sur iOS, qui existe sur Android. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, essayer de tout ramener sous un seul et même nom, c'est pas toujours possible. Ouais. Et en plus de ça, il y a quelque chose qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'en fait, un développeur qui fait de l'Android, bah, il a fait le choix de faire de l'Android. Mhm. Un développeur qui fait de l'iOS, il a fait le choix de faire de l'iOS parce qu'il aime cette techno, en fait. Ouais. Et il faut respecter la développeur expérience, il faut respecter le choix des gens. Et de toute manière, si ça s'appelle comme ça dans la plateforme et qu'on va l'utiliser tel quel, pourquoi compliquer les choses? Donc, allez au plus simple. S'il y a un nom qui existe et qui convient à tout le monde, tant mieux. Mhm. Et quand quelque chose est vraiment neuf, bah juste intelligence collective. Tu vois. Ouais, il faut que d'un commun accord, en fait, la nomenclature fasse sens de façon très rapide et très réactive, en fait, qu'on comprenne directement de quoi il s'agit, quoi.
C'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour la façon de nommer les composants. Vu que Laurent réagit pas, je sais qu'il est d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on a plutôt sur le côté construction et anatomique de nos composants, où là, on a plus de débats quand même. Et on a besoin de s'améliorer en transparence. On sait qu'on veut s'améliorer là-dessus. C'est par exemple, comment est-ce que tu présentes un booléen? Tu sais, le fameux true-false pour faire apparaître ou disparaître quelque chose. Comment est-ce que tu nommes un texte label? Comment est-ce que tu assures une consistance de nom sur absolument tout l'écosystème des 4? Mhm. Et ça c'est un autre sujet, Ok. mais on travaille là-dessus. Ok, très cool. Est-ce que aujourd'hui, si je veux démarrer, commencer, comment est-ce que je peux me former, m'informer, me tenir au courant? Est-ce qu'il existe des communautés peut-être orientées design system? Est-ce que vous avez des ressources peut-être qu'on pourrait partager qui permettraient aux gens comme ça d'aller un petit peu plus loin? Voilà, est-ce que vous avez des exemples On est plein. T'en as plein? Bah, c'est parfait. Tu veux que je te partage ton écran peut-être? Ouais, je suis chaud. Vas-y, c'est parti. Alors, les ressources, il y a plein de gens talentueux sur cette planète qui ont fait plein de choses. Et ça peut aussi vous aider maintenant pour le faire évangéliser. C'est par rapport à 2020, il y a eu une explosion là-dessus. Ok. Donc, il y a pas mal de choses qui existent maintenant qui peuvent faire en sorte que derrière, après, ce soit plus forcément un sujet pour le mettre en place dans votre entreprise. Et que ça, en tout cas, que si ça peut vous aider, ça peut être cool. Ok. Du coup, donc il y a Design System for Figma. Je vais vous les envoyer à chaque fois dans le chat. Ça, c'est quelqu'un qui a recensé les UI kits qui sont déjà ouverts sur Figma Community. Figma D'accord. Community, c'est l'open source du design, on va dire. C'est une marketplace qui distribue des fichiers Figma que les personnes peuvent après copier et s'inspirer et redistribuer. Donc, ils appellent ça remix. Donc, ça fait un peu comme pour les devs, on appelle ça des forks. Ouais. Côté design, ils appellent ça un remix. Et donc, nous, on est dessus. Decathlon est dessus. Mais il y a énormément d'entreprises. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont trié par langage. Ils ont aussi marqué si ça supportait le theming. Ok. Et puis, il n'y a pas que les langages aussi, il y a aussi la plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, ça, c'est plus pour la partie design. Mais généralement, la plupart des sites qui ont publié là, ils ont généralement un site qui est aussi de l'autre côté pour la partie dev. Et mon préféré, je sais pas, Simon, si tu veux dire le tien après, mais on parlait de Carbone. Un des meilleurs design systems en ce moment, moi, que je regarde tout le temps, c'est North-Health. C'est un design system qui est hyper complet, mais ils vont assez loin. Ils ont même créé pas mal d'outils pour gérer la partie contraste des composants. Ils ont de la doc qui est auto-générée à partir du code. Ils ont des web components, donc qui est un standard du web plutôt que faire React Svelte. T'as vu, ils ont fait ce choix-là. Ils ont pas mal de templates. Enfin, voilà, on parlait de l'Atomic Design. Eux, ils vont jusqu'au template et ils ont pas mal de ressources aussi. Par exemple, si j'ouvre le Color Generator, ils ont fait un Color Generator. Ils ont fait Status Color Generator. Ils ont même fait un theme builder. Donc, à partir de leur thème, ils ont fait une fausse app et on peut directement ici jouer avec du fort contraste, etc. Et vraiment se projeter en tant que consommateur en utilisant les éléments de leur design system. Donc, je les mets en avant parce que je les trouve vraiment exemplaires. Malheureusement, on n'en est pas encore là, nous, côté des 4, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'inspire et dans l'équipe, on en parle aussi pas mal de ce qu'ils font. Donc ça, c'est normal. Je vous le file. Simon, si tu veux partager ton préféré, n'hésite pas. Ouais, alors mon préféré. Je sais. Tu Alors, sais que moi je suis du mobile, hein, donc team mobile, matériel à jamais. Pourtant, je suis pro iOS, mais je trouve que Material Design fait un excellent travail. C'est juste excellent, quoi. Ils sont trop bons là-dedans. Et si je devais partager un petit peu de ressources, les trucs très bons, les lectures de fin d'année, c'était quoi? C'est le W3C Community Group. Je pense que ça, vraiment, c'est une superbe ressource. Le Slack Design System France, franchement, superbe ressource. Il y a énormément de choses qui émergent dessus et ça tourne beaucoup. Le Slack Design Token Studio, le Slack Design System qui est animé par Gina Han, ex du coup, depuis quelques jours, développeur advocate de matériel de chez Google. Ok. Voilà, sur lequel il y a de la ressource, mais à foison. Ouais, déjà rien que ça, quoi. Quand tu as pensé ça, tu as déjà pensé pas mal de choses en vérité. J'ai vu passer dans le chat, on parlait de UI Guidelines, ça c'est très cool. Component Gallery, très cool. Design System, ouais, forcément. Ça marche très bien. C'est là-dedans que je vais, quoi. Ok. Est-ce que vous auriez potentiellement des stats d'utilisation en termes de performance et de cohérence? Puisque bon, autant je dirais sur la partie expérience, je ne doute pas que ce soit beaucoup plus agréable à utiliser, mais est-ce que vous auriez des stats, on va dire, de avant-après, comment est-ce qu'une maquette peut être plus ou moins rapide à utiliser? Voilà, est-ce qu'il y a des notions comme ça de métriques, on va dire? Ou est-ce que vous avez aussi des métriques peut-être sur l'utilisation? Combien est-ce que votre design system est utilisé au long de l'année, etc. Enfin voilà, toute cette partie chiffre un peu m'intéresse, quoi. Yes, pareil, je prends la main côté design et je laisse Laurent parler de tout l'usage côté code. Côté design, on s'anime depuis l'été dernier sur l'adoption et la consommation. Pour refaire l'histoire, un jour, un de nos managers, un de nos leaders nous dit « Ok, vulgairement, combien de pourcents l'écosystème Decathlon il est compliant au design system ?» Ouais. Bon courage pour répondre à cette question. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'outils de marché
quoique il y en a qui commencent à émerger. Il y a des startups qui sont en train de se lancer, on les encourage à balle sur le sujet parce qu'il y a de la place, les gars. Vraiment, vraiment, allez-y, sortez-nous la solution qui marchera bien, ça sera trop cool. Mais en gros, on a construit un peu un outil à nous qui s'apparente à une scorecard. Donc pour faire très simple, c'est des designers et des développeurs qui disent moi j'utilise pas. Ok. Et ça nous permet de donner des scores de compliance à certains produits. On a certains produits qui vont chercher de mémoire, je crois que c'est les 80% de compliance. Tu parlais de Ronan tout à l'heure. Ouais. Son ancien le produit sur lequel il travaillait, il est à 57% de compliance. Donc c'est-à-dire que quand on analyse son produit, côté code et côté design, il est à 57% de compliance. Donc c'est des choses qu'on est capable de faire. Si je te donne un peu plus de la masse, en fait, quand peut-être un tout petit peu plus compte de ce que ça représente en consommation, les derniers chiffres qu'on a sortis, c'était un peu plus de 2 millions d'instances de nos composants Figma. Ah ouais. On a une trentaine de composants Figma. Une instance, c'est le drag and drop dans une maquette. Donc là, on a passé le cap des 2 millions en fin d'année dernière. Donc, Sur l'année 2022. Sur l'année 2022. Ça prend pas 2021. Ouais. À peu près 17 000 visiteurs uniques sur la documentation. Sur le web, ça fait à peu près 1 500 000 téléchargements. Côté Android, ça fait à peu près 350 000 installs sur l'année 2022. Côté iOS, c'est des réponses qu'on n'a pas encore. Une autre métrique qu'on trouve intéressante, c'est les critères d'accessibilité. Donc tu connais le RG2A, qui permet d'analyser, qui permet de se discipliner sur le bon respect des règles concernant l'accessibilité. La dernière fois qu'on a été audité, on était à 95% des critères. On est très très fiers de ça parce que c'est une de nos raisons d'être. Donc tu vois, utiliser Vitamine aujourd'hui, c'est le gage en tout cas d'avoir des composants accessibles. Et ça, c'est plutôt cool. Ah oui, tu as parlé de gain de temps, de scalabilité. C'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré nous-mêmes, mais on s'est pas mal documenté. On s'est aussi appuyé sur des experts qui ont travaillé le sujet design system depuis longtemps. C'est le moment de faire coucou à Thomas Vidal s'il nous écoute. En tout cas, je sais qu'il le fera un jour. J'en suis certain. On s'accorde à dire que de ce qu'on voit dans la littérature et au quotidien, tu gagnes entre 20 et 25% de temps sur la conception d'une interface. Après, sur des interfaces très simples, tu vas faire une application, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec Gérard qui est dans le chat sur une application pour afficher des programmes dans le cadre de conférences. En fait, en 3 jours, tu peux sortir ton appli si tu as le design et le code. Ouais. Par contre, c'est des applis très simples, des cas métiers très très simples. Je vois des listes, tu cliques dessus, c'est facile. Dans le cadre de parcours complexes, comme tu peux en avoir dans ton appli au quotidien, c'est un peu plus long, bien entendu. Mais oui, tu gagnes à peu près 25% de temps. Tu vois, quand c'est du 20-25% de temps au quotidien par ressource, tu vois. À l'arrivée, ça te fait un gain qui est énorme. Et puis tout est démultiplié, en fait, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je vois les stats que tu me sors en termes de chiffres, je me dis si tout ce beau monde devait concevoir chacun dans son coin le truc, ça serait un bordel sans nom déjà. Donc ça me fait penser que en fait, en termes d'adoption, vous êtes plutôt bon, on va dire, au niveau des métriques. Ça montre que votre design system est hyper utilisé et que du coup, la raison d'être du truc a fonctionné, quoi, finalement. Ouais, c'est plutôt le cas. On va beaucoup s'animer là-dessus cette année et on va aller chercher beaucoup plus. Tu vois, il y a je sais plus, à peu près 200 produits chez Decat, quelque chose comme ça. Ouais. Ça fait quand même du monde. Et il y a des produits, c'est 30 personnes, tu vois, qui travaillent dessus. Donc c'est vraiment énorme. Et clairement, ces produits-là, tu peux pas leur faire adopter ton framework en un an, c'est juste impossible. Mais on va s'animer là-dessus. Et tu vois, même si ça doit encourager certains dans le chat à se lancer, alors désolé pour la forme, mais c'est ça aussi une entreprise, c'est comment tu gères ton investissement et comment tu fais ton ROI. Tu prends le TJM d'un designer, le TJM d'un développeur, 25%, fois le nombre de jours annuels, fois le nombre d'années sur ton produit. Voilà, c'est immense. Et dans le cadre de Decathlon, on est une centaine de designers, 300 ou 400 développeurs. Ah ouais, ok. Je voudrais réagir sur un truc que tu as dit qui est intéressant, où tu parlais de petits projets. Est-ce qu'il y aurait une taille de structure ou de projet minimal? C'est-à-dire que je suis, mettons, une agence, je vois qu'il y a de plus en plus de design system. Est-ce qu'il faut avoir une taille minimale, on va dire, où vous jugez que ça paraît intéressant, on va dire, de commencer, vu qu'il y a quand même un gros travail de début où il faut défricher beaucoup de choses? À partir de quand est-ce qu'on peut se dire j'ai vraiment besoin d'un design system ou simplement plutôt peut-être d'une galerie de composants et ça suffit, quoi? Moi je dirais rapidement dans tous les cas, parce que comme je disais, il y a une composante qui fait que si vous êtes plus petit, vous irez plus vite. Alors bien sûr, par contre, tu as parlé de galerie de composants, effectivement, au début. Pas si vous êtes tout seul ou 2 ou 3 dans votre entreprise au début, c'est un très bon début de se dire on va faire des variables qui vont être le reflet de nos fondations, comme les couleurs, on va tout variabiliser. On va aussi essayer de mettre du sémantique au-dessus, donc une abstraction au-dessus de ces variables. Donc pour expliquer rapidement, vous allez avoir des variables qui vont s'appeler le rouge, le bleu, le jaune. Derrière, elles vont pointer vers une valeur hexadécimale, HSL, RGBA, peu importe.
importe. Ça, c'est bien. Par contre, c'est bien aussi de les faire pointer vers une autre variable qui, elle, donne plus d'indications sur son utilisation. Par exemple, une variable qui va s'appeler background primary, donc qui va dire mon fond primaire, le fond primaire de mon entreprise, et je vais la faire pointer vers la variable rouge. Ça, c'est un avantage, c'est que déjà de 1, ça guide l'usage. Quelqu'un qui va récupérer votre design system, ou même au tout début, si vous êtes que 2 salariés ou 3, il va pas se poser de questions, il va voir background primary, il a même pas besoin d'avoir une plateforme de doc pour savoir qu'il doit le mettre sur un fond, une background color. Et après, ça peut vous aider aussi dans le futur de votre entreprise, c'est que quand vous allez faire un outil en 2022, il va sûrement encore être en prod en 2026, et si l'entreprise se fait racheter ou décide de changer de couleur, etc., le fait d'avoir mis de l'usage, ça va vous permettre de ne pas retoucher au code et de changer seulement votre fichier de configuration. Vous allez dire le background, finalement, on le pointe plus vers du red, on le pointe vers du bleu. Donc vraiment, dès le début, je conseille de variabiliser à fond, de mettre du sémantique dès que c'est possible. Pareil sur la notion de taille, il y a des tailles de 1 à 10, mais il y a aussi derrière, pour vous, c'est quoi du medium, c'est quoi du small, c'est quoi du large, en fait. Toujours essayer de mettre un peu de sémantique au-dessus, une couche d'abstraction sémantique, et puis après créer quelques composants. Mais du coup, moi, je le conseille au plus vite de faire ça. Et puis après, la notion de design system, elle est d'apporter des process, d'apporter tout un workflow, d'apporter toute cette plateforme de documentation et des règles d'usage. Et là, effectivement, c'est plus quand je pense qu'on commence à avoir 2 ou 3 produits avec derrière beaucoup plus d'interactions. La fameuse matrice, je connais pas le nom derrière théorique, mais effectivement, après, ça se démultiplie et ça devient exponentiel. Et on rajoute une seule personne et paf, ça multiplie les combinaisons. Effectivement, il faudrait peut-être se baser là-dessus. Je sais pas, dès qu'il commence à avoir une cinquantaine d'interactions possibles entre les personnes, là, il faut peut-être commencer à réfléchir parce que effectivement, il peut avoir des biais. Dès que tu as plusieurs designers et développeurs et plusieurs produits, tu vois. Ouais, finalement, c'est les humains qui lead, hein. C'est pas forcément parce que c'est vrai que si tu es tout seul, tu sais. Après, le problème, c'est que tu es toi-même un inconnu quand tu reviens 6 mois après sur ton code, même si c'est toi qui l'as fait. Ouais. Donc, des fois, même quand tu es tout seul, c'est important aussi de bien tracer tes choix. Ah ouais, ok. On arrive vraiment à la fin. Est-ce que c'est possible de travailler sur un design system en étant freelance si c'est une mission très long terme? Oui, même court terme. Franchement, je vois pas ce qui pourrait poser problème là-dessus. Il y a des besoins qui sont ponctuels, il y a des besoins qui sont long terme, il y a des besoins de formation, il y a des besoins d'évangélisation, il y a des besoins de construction. Juste oui, en fait. Ok. À quel point implémentez-vous le concept de single source of trust entre design et dev au sein de votre design system, principalement la définition et la gestion des tokens? Donc, peut-être expliquer déjà single source of truth, etc. Et puis ensuite répondre peut-être à la question. Alors, à date, on est meilleur qu'avant, on va dire, parce qu'avant, il faut imaginer, il y avait des UI kits dans toutes les applications et chacun remettait en copier-coller les variables, etc. Donc là, on parle de single source of truth dans le sens où on a un JSON à un seul endroit quand même, mais le problème, c'est qu'il a été fait à la mano, ce que vous voyez aujourd'hui en open source. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dans chaque technologie, on a fait dans notre propre format, donc JSON pour le dev, TypeScript également pour la partie web, mais dans le XML pour la partie Android, etc. Chacun a fait dans son format et a repris du Figma. Donc, on va dire qu'on est quand même il y a eu 2 sources de vérité. Bon, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais là, ce qu'on est en train de travailler, on a un POC sur la partie Style Dictionary. Donc, c'est un outil qui permet de justement transformer toutes ces variables dans la bonne sortie pour les développeurs et d'automatiser tout ça. Donc, ça, on a un POC là-dessus. Et on a un autre POC en ce moment qui commence à arriver en prod si vous regardez les PR des différents repos vitamines. C'est sur la partie icon et asset, le end-off pour les développeurs. Donc, on est en train de mettre en place des GitHub Actions qui sont donc ça va être une intégration continue. Donc, ça va être un serveur, si vous voulez, qui va se lancer, qui va se déclencher. Et l'idée, pour vous le faire rapidement, c'est que un designer, il va publier sur Figma un nouvel icon. Du coup, ça c'est déjà mis en place sur Vitamin Design. On a dans l'onglet Action, on peut déclencher une action qui fait qu'avec l'API de Figma, on va venir récupérer les icônes en SVG. Ensuite, on fait tourner des scripts qui transforment tous ces SVG dans tous les formats qu'on a besoin. Pour iOS, ça va être du PDF et du SVG optimisé. Pour Android, ça va être du XML. Et ensuite, créer des pull requests, donc des propositions de changement de code dans les repos concernés pour les développeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en prod. Il y a encore quelques merges à faire et on veut faire pareil pour la partie assets. Donc les assets, c'est pas comme les icônes chez nous, c'est tout ce qui concerne les drapeaux, les icônes de paiement, etc. Tout ça, c'est à part de notre set d'icônes puisque ce sont des illustrations finalement qui ne peuvent pas être colorisées et modifiées. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait. Donc Style Dictionary pour répondre à la partie design token et de pair avec Token Studio, effectivement, c'est ce qu'on est en train de regarder. On n'a pas encore tranché, on est vraiment en phase de POC, mais voilà. Et puis on attend de voir aussi peut-être côté Figma s'ils vont pas nous annoncer des choses peut-être à leur prochaine conférence. Il y a une conférence annuelle, on sait pas du tout, mais bon, on voit popper plein de choses dans la partie communauté, plein de gens qui réclament, on voit des feature requests de partout, même des mèmes aussi avec des gens qui attendent comme ça les design tokens sur Figma. Donc on espère qu'ils regardent, en tout cas, on sait pas du tout, mais voilà, nous on se prépare. Et puis comme a dit Simon, en fait, il y a
a aussi un groupe W3C, avec notamment Figma qui en fait partie, mais plein d'autres outils comme 08, comme Gina Han aussi qui en fait partie. C'est un groupe qui est là pour standardiser sur le W3C, donc là où est standardisé le langage HTML, CSS, JavaScript, et Web Components, etc. Standardiser le stockage justement de ces variables, ces design tokens qui sont des décisions design. Du coup, nous, on en fait partie, pas officiellement, mais en tout cas, on a déjà contribué sur certaines pull requests à ce standard. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi, je l'avais passé dans les liens. Je compléterai un tout petit peu, outre le côté outil, en 1 minute sur le single source of truth. C'est Yes, que bien sûr. c'est comme mon avis, mais j'ai le sentiment que single source of truth, c'est un mindset, dans le sens où Laurent l'a très bien dit. Si on définit Figma comme une source de vérité, à l'intérieur de Figma, il y a plusieurs librairies et potentiellement, ça peut être laissé sujet à l'appréciation de certains designers. D'autant plus qu'un composant, ça peut se tordre dans tous les sens. Donc, le single source of truth, si on pousse un peu le truc, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de travailler sous forme de POC, c'est de se dire que même pour les designers, il y a une source de vérité qui sera la même que pour le code. Et tu vois, le token, il doit arriver avant Figma. Si vraiment on pousse la logique, tu as une source de vérité qui te permet de générer des items pour les designers et pour les développeurs. En gros, ça viendrait à placer quelque chose en amont du design et ne pas avoir le design comme seul input de l'ensemble, tu vois. Et c'est ce qui assure aussi la pérennité de la chose, dans le sens où si demain, un JSON se veut source de vérité pour toute une entreprise et que ce JSON, il est fait en respectant des standards de la tech, donc du web et du mobile, bah en fait, on n'a plus aucune dépendance aux outils qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est absolument pas ce qu'on souhaite, mais si demain, on l'a vu, des entreprises qui sont sur Adobe, sur Sketch ou sur Figma, et pour qui c'est difficile de changer parce que forcément, tout est dessus. Pareil pour les développeurs qui sont sur une techno et c'est difficile de changer parce que tout est dessus. Si demain, on part de la logique que le design token, c'est la source de vérité et qu'avec de l'automation, il permet de dégrossir et de générer plein de styles, en fait, ça y est, on a une vraie source de vérité. Et je pense que quand on travaille avec les copains de chez Specify ou qu'on discute un peu avec les designers de Figma Studio, aide-moi Laurent, Figma Tokens, je me souviens plus du nouveau nom. D'ailleurs, Ils se sont renommés. vous êtes en contact d'ailleurs avec Figma, parce qu'il y a eu cette question dans le chat, Ouais. vous bossez avec eux régulièrement? Ouais, on travaille avec Figma, Specify et d'autres acteurs comme Figma Tokens, on a échangé avec eux sur le Slack directement, enfin voilà, Ok. plein de petits trucs comme ça. En gros, quand tu travailles avec eux, moi ce que je retiens, c'est que ceux qui écrivent la standardisation balayent complètement le design pour vraiment avoir une seule et vraie source de vérité pour tous. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, c'est un petit peu un nouveau mindset, et soit dit en passant, Material le fait depuis longtemps. C'est quand même assez fou de se dire qu'aujourd'hui, on a toutes des communautés dites de niche qui s'enfoncent là-dedans, alors qu'en fait, ça existe depuis M2 quasiment, qui est sorti il y a quelques années. Ouais.